Démarrage depuis ce matin dans les établissements privés de Parakou des épreuves écrites des examens blancs session d'avril 2018. Le lancement officiel a été effectué par le directeur départemental de l'enseignement maternel et primaire. Depuis quelques mois, le monde de l'éducation subit des mouvements de grève. Dans ce journal, Clovis Brissafoukou a fait un tour dans la ville de Niki pour constater la poursuite au nom du débrayage. Et puis nous irons à l'université de Parakou dont le vice-doyen de la faculté de droit nous présente ses prochains projets pour son département. Voilà pour le sommaire. Et bienvenue à tous. Les candidats des établissements privés de Parakou composent depuis ce matin les épreuves écrites des examens blancs session d'avril 2018. Le lancement officiel a été fait par le directeur départemental de l'enseignement maternel et primaire, Jocelyne Maoutin-Ressou et Félix Namandousseo. C'est bien l'examen blanc qui est l'antichambre de l'examen vrai. Et au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, je voudrais vous remercier pour tout ce que j'ai vu comme dispositif organisationnel. C'est une tradition, certes, mais une tradition dans la continuité. Ainsi démarrent les examens blancs session d'avril 2018 dans les établissements privés de Parakou. Malgré la grève dans le secteur de l'enseignement public au Bénin, ces responsables d'établissements privés n'ont pas baissé les bras. Ils ont organisé un examen blanc pour jauger le niveau de leurs candidats au BEPC, BAC et au CAP 2018. C'est le collège Les Hibiscus qui a abrité le lancement officiel des épreuves. L'examen blanc, c'est une activité régulière. Depuis cette année, c'est inscrit dans les activités de toutes les directions départementales. Ça veut dire que le gouvernement attache un prix au rendement des évaluations externes. Le succès, c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Avant tout, le directeur départemental a rappelé les principes de surveillance. Chers collègues, vous avez enseigné tout au long de l'année. Vous avez atteint un niveau satisfaisant dans l'exécution des programmes. Nous sommes dans la trilogie enseignement, apprentissage, évaluation. Voilà une nouvelle étape dans le cheminement qui conduit nos élèves vers le succès à 100%. Vous avez le devoir d'appliquer tous les critères qui régissent l'organisation d'un examen, qu'il soit blanc ou vrai. C'est la surveillance. Il n'y aura plus autre activité à mener en dehors de la surveillance. Il n'y a pas de lecture parallèle à faire, pas de distraction, pas de familiarité avec les candidats. Placez-vous dans les conditions d'examen. À l'endroit de ces candidats, nous leur demandons, surtout vu le climat social dans lequel ils évoluent présentement, de ne pas considérer cette activité comme étant une routine ou bien un amusement, un passe-temps. Non, ils n'ont qu'à y mettre tout le sérieux qu'il faut pour se préparer convenablement à l'examen national qui, on l'espère, se déroulera comme il se doit. Les apprenants doivent respecter la tranche horaire réservée au déroulement des épreuves, respecter les consignes, respecter les surveillants, se concentrer sur leurs copies, éviter la tricherie et surtout lire attentivement les épreuves qui leur sont proposées. Donc il n'y a pas de panique. Celui qui apprend quotidiennement réussira à 100%. Notons que les candidats composent d'environ 6 centres répartis dans la ville de Parakou. Dans le même temps, le mouvement de grève qui sévit depuis dans le monde scolaire est bien suivi à Niki. Un tour dans la ville et le constat saute à l'œil. Les écoles sont désertes et fermées. Clovis Brissafoukou et Maké Kakbou ont fait le tour et nous reviennent avec ce constat. Des complexes scolaires vides avec des salles de classe hermétiquement fermées. C'est le triste visage que présente l'école béninoise dans la commune de Niki, une résultante de la crise qui secoue depuis quelques mois déjà le secteur de l'éducation. Est-ce que j'ai besoin de vous parler encore? Vous avez vu les écoles, toutes les écoles sont fermées.
nous, on est parti pour ne plus revenir en arrière. Ou bien notre statut particulier, rien. Ou bien ça passe, ou bien ça casse. L'année prochaine, là, on ne veut plus parler de grève. Maintenant, cette année, il faut qu'on en finisse. Le gouvernement n'a qu'à s'appliquer à restituer ce qu'il nous faut. La rétrocession. Après ça, les responsables des centrales iront les rencontrer et ils vont négocier. Nous connaissons la liste que nous avons dans nos revendications par rapport au statut. Et l'indexation de salaire, elle est primordiale pour nous. Après ça, par rapport aux indemnités, on peut voir maintenant si dans les indemnités, c'est 1, c'est 2, c'est 3, qu'ils peuvent régler, je devrais dire une quoi, qu'ils pouvaient régler, nous allons nous entendre. Nous sommes tous des Béninois. Il ne faut pas que certains se prennent pour les patriotes en vendant les autres qui les ont formés. D'abord, nous suivons la motion du front. Et cette motion est de 96 heures. Et tous les lundis, on fait des AG. Ça veut dire que je suis sérieusement la motion du front. Et si vous allez dans l'école, l'école est hermétiquement fermée pour revendiquer nos droits que l'État béninois refuse de nous accorder. Voilà. Dans ce bras de fer qui oppose gouvernement et syndicats, ce sont les enfants qui en pâtissent. Pour que l'école s'ouvre à nouveau, la solution serait dans les mains du gouvernement. Pour que l'école s'ouvre, d'abord il faut la rétrocession. Et après la rétrocession, on doit maintenant s'asseoir et parler de ce qui nous a amenés en grève. C'est-à-dire les statuts particuliers et ce qui suit. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui veut jouer le jeu. S'il veut, année serait blanche. S'il veut, année serait comme on le pense et on va aller à l'école. Que le gouvernement nous donne ce qu'il avait promis et les années qui vont venir là, on ne va plus parler de grève. Même les parents en sont conscients. Eux-mêmes disent, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez et que vous reprenez, ça fait tant pis pour vous. On ne veut plus vous voir aller en grève l'année prochaine. Et quel enseignant va accepter vivre dans la pauvreté du début jusqu'à la fin de sa carrière? Moi qui vous parle ici, je sais combien d'années de service j'ai déjà fait. Et je sais ce que j'ai vécu. Ceux qui, de ma promotion à l'école, qui ont choisi d'autres branches, je sais ce qu'ils ont déjà réalisé aujourd'hui. Moi, là où je suis incapable de payer régulièrement la scolarité de mes enfants à l'université. Tout juste parce que je suis enseignant. C'est un crime d'être enseignant, je veux le savoir. La satisfaction de nos revendications, c'est très clair sur la motion du front. Tout est clair. 4 choses qu'on demande à l'État. Régulariser la situation administrative de ceux-là qu'on n'a pas encore reversés. Satisfaire les statuts particuliers qu'on a obtenus sur une lutte sous l'ancien régime qui a finalement, à la porte de sortie, a fini par signer ces statuts particuliers. On ne demande que l'application de quelques points arrêtés d'application là. Et puis le problème est réglé. En attendant que le problème ne soit réglé, les écoles resteront encore fermées et ces âmes innocentes toujours privées de leur droit à l'éducation. En direct de notre antenne de Cotonou, retrouvons Emion Marine Contor pour la suite de ce journal. Bonjour Emion. Bonjour Inès Tossou, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue pour la suite de ce journal depuis Cotonou. En dehors du régime du nouveau départ, on en parle encore avec la Maison des médias Cotonou qui a ouvert ses portes vendredi dernier. 2 invités donc pour le décryptage des actions du gouvernement Talon. Le rendez-vous d'échange s'appelle Café Média Plus. Compte rendu, Maro Fabiola Boussari, Linda Kao, Olivier Bodossou. Beaucoup de choses ont été faites, mais le bilan laisse à désirer. Telle est la perception de Josperzo Anago sur l'un des exercices du pouvoir du président Talon. Les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Au plan économique, au plan social, au plan politique, au plan structurel, ça ne va pas trop bien. Ça va un tout petit peu. Il y a eu quelques avancées, c'est vrai, mais l'attente n'a pas été comblée. On n'est pas satisfait. Le vendredi 16 décembre 2016, le président de la République a lancé en grande pompe le programme d'action du gouvernement. Une boussole composée de réformes dont la méthode d'exécution ne convainc point le communicant. C'est biaisé, tout est biaisé et il faut avoir le courage de le dire. Je prends juste un petit exemple, le projet asphaltage.
Le chef de l'État l'a dit lui-même à la face du monde et a donné même une échéance pour le démarrage des travaux. On n'a rien vu venir. Chers confrères, si vous pourrez m'identifier véritablement une réalisation en termes de projet asphaltage, dites-le moi, je dépose ma carte et je m'en vais. À l'intérieur du programme d'action du gouvernement, c'était dit, on devrait être informé. Il y a un certain nombre de rencontres qui devraient se faire au plan sectoriel, il y a un certain nombre de rencontres qui devraient se faire au plan ministériel, il y a un certain nombre de travaux qui devraient se faire et dont nous autres, petit peuple, devrions en retour avoir le reflet. Si vous en aviez, alors là, moi, je n'en ai pas su. Et tout ça me désole et devrait nous désoler. Certaines réalisations ayant meublé les 2 ans de pouvoir ont participé et ont mûri la causerie. Et je peux vous dire, aujourd'hui, si vous êtes fonctionnaire de la République, vous pouvez avoir votre fiche de paye sans aller à la banque. 1, 2, vous pouvez savoir, avec la rupture, là où, à quel niveau votre situation est, c'est-à-dire en termes d'avancement, sans prendre de bus, en tout cas depuis le nord ou n'importe quoi, à Tokibi, à Kobli, pour venir ici. Et c'est peut-être 2 ans, c'est peut-être trop tôt pour voir. On peut donner encore peut-être 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an pour voir les résultats de tout ce qui est engagé là. Des progrès au plan dématérialisation. Formidable. Formidable. On peut s'en enorgueillir. C'est vrai aussi que quand on va au Togo à côté, vous pourriez être né à Niamtougou, vous restez à Nekho, vous allez prendre votre casier judiciaire. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. On n'a pas fait un boucan pour ça, on n'a pas fait un tintamarre. Pour la bonne marche des activités, Jos Perzo Anago a invité le gouvernement à s'arrêter et à réajuster sa démarche. Dans le même registre, le directeur de la communication de la présidence de la République, Wilfried Léandre Mbedi, a succédé au confrère Jos Perzo Anago pour défendre le bilan du pouvoir en place. Le deuxième invité de Café Média Plus en a profité pour clarifier un langage présidentiel. On retrouve le reporter. 2 ans d'exercice du pouvoir du président Talon. Le directeur de la communication de la présidence a défendu tant et plus au Café Média Plus de ce vendredi 6 avril 2018 le bilan du régime de la rupture. À l'entame de son intervention, Wilfried Léandre Mbedi a fait cas de la perception que le peuple béninois doit avoir du langage du pouvoir, notamment, je cite, « serrer la ceinture ». Fin de citation. Un propos présidentiel qui a suscité bien de débats dans l'opinion publique. Ce qu'il voulait dire justement, dans ce qu'il a annoncé dès les premières heures de sa prestation de serment, à savoir ramener le sérieux, la rigueur dans la gouvernance, ramener l'État à sa fonction, à sa vocation, ce qu'il a voulu dire à la vérité, cher Hervé, c'est que chacun devrait mettre pantalon à sa taille. On a hérité d'un pays, papa bonheur, merci. Et puis tout le monde flottait dans cet habit-là. Il fallait ajuster. Et donc, au fond, c'est comme ça qu'il faut prendre. Et on est plus à l'aise quand on met chaussures à ses pieds, quand on met pantalon à sa taille, quand on met chemise à sa taille. On est bien plus à l'aise, bien plus élégant que quand on met ce dont on a hérité et qui ne nous sied pas. C'est ça le processus qui est en cours. C'est redonner vie à une nation. Le communicant a également fait part de la version du chef de l'État sur la tentative de corruption qui a eu lieu au ministère du Cadre de vie et du Développement durable sur l'acquisition des motos au profit du projet de gestion des forêts et terroirs riverains. On dit tel que vous êtes parti, alors qu'on aurait pu acheter moins cher, c'est pas bon. Et on dit on a dénoncé, on vous a signalé ça, vous n'avez rien fait. Et le chef de l'État a reçu, à la suite des dénonciations, les gens il a dit on ne me sort pas l'argent. Je vois clair tant qu'on n'a pas vu clair et qu'on sait qu'il y a possibilité d'avoir moins cher aux mêmes caractéristiques, on ne me sort pas l'argent. Donc attendez, comme dans d'autres dossiers, l'instruction se fait. S'il y a une suite, on la prendra. Un démenti a été apporté sur l'information selon laquelle certains ministres du gouvernement recevraient des salaires supérieurs ou égaux à 8 millions de francs CFA. Vous avez vu sur les réseaux sociaux la fiche de paye nominative du ministre Lucien Kokou, qui n'est plus aux affaires. Vous avez vu, et j'ai vu comme vous, un journal publié récemment, la fiche de paye d'un ministre
Et par ce dernier exercice, il a masqué le nom. Et vous comparez cette fiche de paye à celle du ministre Kokou, il n'y a pas matière à débat. Alors, d'où vient que vous vous préoccupiez? Si quelqu'un pense ou détient des preuves qu'il y a des ministres qui gagnent vraiment autre chose que cela, vous êtes des journalistes, faites vos enquêtes. D'un secteur à l'autre, le taux de réalisation du programme d'action du gouvernement varie. Le communicant nous convie à l'heure du bilan général. Mais pour l'heure, il rassure le peuple béninois d'un lendemain meilleur. Le plus dur est passé. D'ici à 2021, il n'y aura plus de casse. Il n'y aura plus ceci ou cela. On va entrer dans la phase de la récolte. Progressivement, vous verrez. Donc, la fin d'ici ne sera pas comme celle de l'autre. Ce sera plutôt des lendemains qui chantent et au profit de tout le monde. Face à la crise qui perdure dans le secteur de l'éducation, Wilfried Léon Mbedi a affirmé qu'il a foi que l'année ne sera pas blanche. Et puis, il faut dire que le directeur de la communication de la présidence a profité donc de cette causerie pour expliciter le bien faire, le bien fondé, l'avenir du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Suivez plutôt. L'identification des citoyens, c'est une œuvre pérenne. On doit savoir qui sont ceux qui sont les ressortissants béninois, qui sont ceux qui sont les étrangers qui vivent chez nous. Et donc, à la fin, même si par extraordinaire quelqu'un n'a pas fait, il peut toujours se rattraper parce que les kits vont être déployés dans les mairies et autres pour continuer à enregistrer les nouveaux-nés et tout ça, puisqu'il est entendu désormais que chaque citoyen béninois aura un numéro personnel d'identification. La suite, ceux qui sont les étrangers, ça va être fait pour les étrangers aussi. Ils sont prévus. La suite, c'est quoi? La suite, c'est que dans les prochains mois, on va avoir nos cartes. Je ne sais pas encore quelle est la durée. Les réflexions sont en cours, puisque c'est une carte multifonction. Elle pourrait être valable 10 ans ou un peu moins, mais le plafond, c'est 10 ans. Si vous avez cette carte, elle est votre carte d'identité. On peut lui donner la fonction de permis. On peut lui donner la fonction, si on en convient avec les établissements bancaires, d'être en même temps une carte qui sert à ça. Elle va servir pour l'assurance, pour le renforcement du capital humain, Arche, qui va permettre que 4 millions au moins de Béninois identifiés comme pauvres et extrêmes pauvres bénéficient de soins de santé sans avoir à débourser autre chose que ce qu'ils auront mis dans Arche. Et donc, l'État prend en charge ces citoyens les plus vulnérables. C'est du social éminent, c'est structurel et c'est pour la vie. Rien que ça, quand on l'aura réalisé ici, sera de nature à porter quelqu'un en triomphe. 2 ans de gouvernance, 2 ans de lutte contre les fraudes, la corruption et le trafic de drogue. Une lutte qui a fait beaucoup de vagues et qui a secoué plusieurs grands noms du pays. Récit grâce à nos archives avec Latifou Bonnet. Je ferai de la lutte contre la corruption un combat de tous les instants et de tous les jours. La corruption, la lutte contre les narcotrafiquants, un chantier controversé pour les 2 ans du nouveau départ. J'affirme que je suis déjà prêt, maintenant et tout de suite. Tout a commencé par la drogue. Première affaire, déchirure de 2 grands alliés politiques, Ajavon et Talon. Ajavon tombé sous la bannière de la lutte contre le trafic de drogue, l'annonce d'une longue traque qui va faire trembler plusieurs grands noms. D'abord, Segup Gates, un grand bourbier financier qui aura mis sur le banc des accusés 22 grandes figures du pays, dont 7 seront écrouées. Un moins perçu de près de 1,6 milliard de francs CFA dû à la minoration des frais d'enlèvement par défaut de respect de la valeur minimale en douane fixée pour les véhicules d'occasion en transit. Dans l'ombre des dossiers qui font grand bruit, d'autres têtes vont tomber dans le silence. C'est le cas de cette figure emblématique du syndicalisme du transport, Abdoulaye Ibrahim.
Nous tournons le même page. Vous voulez tromper qui? C'est eux qui changent les pénés, c'est eux qui font tout. Les DG, les ministres, etc. Le directeur général de la SONEP, David Babalola, aussi tombé sous le coup de la traque anticorruption. Comme lui, le syndicaliste Laurent Métonyon y a laissé sa liberté. Je suis le secrétaire de la FESINTRA Finance. Je suis également le président du CCGB, c'est-à-dire le cadre de concertation pour la bonne gouvernance au Bénin. Pour raison de gestion financière aussi, plusieurs maires sont éjectés de leur fauteuil. Le plus représentatif, Léa Soglo, juste avant que les faux médicaments n'emportent Mohamed Atao. Et je persiste et je signe. Je n'ai pas été élu par les Cotonois et les Cotonoises pour me crêper le chignon avec M. Modeste Toboula. Tout le temps, dès qu'il parle de la famille Soglo, il y a un maillon faible. Le maillon faible pour lui, c'est Léadi. C'est tout. Mon fils ne lui a rien fait du tout. Il n'a rien à voir du tout dans cette histoire-là. Ils ont envoyé pas mal de policiers, plus de 10, et ils ont bloqué tous les vents. Tous les vents, et personne ne pourrait pas savoir ce qui se passe chez notre honorable. Les concours frauduleux, les faux diplômes, Patrice Talon a fait lever de gros lièvres, mais dans sa chasse contre la fraude, le narcotrafic et la corruption, le président est tout aussi applaudi qu'il est critiqué. Il faut du courage aujourd'hui pour être démocrate au Bénin. Il faut de l'abnégation pour le rester. Il est presque suicidaire de le revendiquer ou de le professer. Vous êtes rares à prendre ce risque. Ils n'ont qu'à dire que c'est une lutte sélective, mais moi je vous dis, lutte sélective ou non, il faut que nous commençons quand même la lutte contre la corruption pratiquement quelque part. Des coups contre la corruption, mais plusieurs interrogations subsistent. Les soutiens de Patrice Talon et ses opposants semblent ne pas être lorgnés par les mêmes juges. Preuve, Dienotin et ses pairs du bloc opposé sont sur la sellette. Et voilà, ce sera tout pour les informations depuis Cotonou. Merci de l'avoir suivi. Inès, je vous retourne l'antenne. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Hermione, pour cette intervention dans Info 13h de ce jour. Le département de sciences politiques de l'Université de Parakou sera bientôt étoffé. Emmanuel Arlinvi, professeur agrégé en sciences politiques et vice-doyen de la faculté de droit de l'Université de Parakou, nourrit bien d'ambition pour ce département. Il nous en parle au micro de Samson Kawala-Densi et Félix Lamandoussé. Bon, les ambitions que j'ai sont liées à ma nouvelle qualification, c'est-à-dire contribuer à la promotion de la science politique à l'Université de Parakou. Et dans le Nord, dans le septentrion ici, dans le Bénin, pourquoi pas dans toute l'Afrique et dans le monde, afin de faire de Parakou ici, faire rayonner l'Université de Parakou à travers mes recherches, mes publications, etc. Donc nous envisageons créer d'abord un centre de recherche qui va accueillir les chercheurs, ceux qui ont la volonté, ceux qui éprouvent un intérêt à faire les études politiques. Donc il y a un centre qui est en vue, le CRAPI, le Centre de recherche administrative, politique et internationale, qui va accueillir un certain nombre de chercheurs qui vont travailler sur des thématiques. Ensuite, nous envisageons dans le cadre de l'école doctorale qui a créé un master en sciences politiques et relations internationales dont les domaines de compétences sont l'ingénierie, l'expertise et la recherche politique. Dans ce cadre, nous proposons déjà 4 masters de recherche, représentation des intérêts politiques internationaux, expertise politique et communication publique, sciences politiques appliquées et sciences politiques générales. Et tout ça là ne constitue que des projets à soumettre à l'autorité. Et je pense que l'autorité entendra raison pour nous aider à assouvir nos légitimes ambitions. Et la science politique est une discipline jeune qui s'est détachée du droit public, qui lui-même entend s'était détaché du droit privé. Donc nous subissons la concurrence des publicistes. Mais néanmoins, nous avons constaté que la science politique a beaucoup d'intérêt. Vous savez, au concours cette année, la science politique a donné 100%. J'étais le seul candidat
au milieu d'une pléthore de candidats et j'ai essayé de tirer mon épingle du jeu. En dehors de ça, nous ne faisons pas la guerre aux autres disciplines, mais nous essayons, pendant que nous dispensons nos enseignements, de donner le goût des études politiques aux étudiants, aux journalistes qui viennent se former. Et nous avons essayé de positionner des cours en première année et en deuxième année de façon à ce que les étudiants aient les éléments d'appréciation et sentent et ressentent eux-mêmes l'intérêt qu'il y a à faire les études politiques. C'est ça qui les détermine à s'inscrire dans les différentes options de la faculté de droit et ce qui nous permet d'avoir des effectifs de plus en plus en augmentation, puisque l'année dernière, en licence, ils étaient 64 étudiants. Je crois que c'est le premier record. C'est le record que le département a battu jusqu'à ce moment. Nous espérons que, avec le temps, par les animations, des conférences, par nos différentes interventions, notre expertise et les perspectives d'emploi que nous proposons aux étudiants qui osent s'inscrire dans cette filière, que nous aurons beaucoup de vocation. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un bel après-midi à chacun et à tous. Au revoir.